chose promis, chose due, je réponds à toutes les questions que vous m'avez envoyées. Et le but, ça va être de répondre en profondeur, à chaque fois de te donner une piste, une solution pour pouvoir surmonter le problème que tu rencontres. Et bien sûr, si j'ai dans mon catalogue de vidéos sur YouTube une vidéo qui peut t'aider, alors je la mettrai en lien dans la description. Si tu veux que je réponde à une de tes questions dans une prochaine FAQ, alors tu as juste à me mettre ta question en commentaire sous cette vidéo, ou alors si tu préfères, tu peux m'envoyer un mail à henriluc@lepianograndOuvert en me mettant simplement dans objet FAQ pour que je sache que tu veux que je réponde à ta question dans une prochaine vidéo FAQ. Et j'adore ce format FAQ parce que ça permet vraiment de donner des vrais conseils personnalisés. Alors la première question, c'est une question de Philippe. Je te lis la partie du mail qui va nous intéresser pour répondre à cette question, pour que tu comprennes un peu le contexte et pour que ça t'aide aussi, même si tu ne m'as pas posé cette question, il se peut que tu rencontres ce problème. Depuis un an, j'ai arrêté les méthodes pour travailler des morceaux trouvés sur internet. Je cherche maintenant à avoir un beau son à partir de partitions simples, et là les choses se gâtent, ma main gauche couvre le son de ma main droite, au point que l'accompagnement couvre la mélodie. J'ai cherché sur internet des solutions à ce problème et je n'ai rien trouvé de probant. Ça, c'est parce que t'es pas allé sur ma chaîne. Si tu as des pistes pour que ma main gauche soit moins lourde et couvre moins ma main droite, je suis preneur. Alors déjà, il y a une chose que je veux dire avant, c'est effectivement, on cherche tous des solutions sur internet, sur YouTube, etc. Faut bien prendre en compte que YouTube, c'est très bien, ça te donne des petites astuces, et ce que je fais sur ma chaîne et plein d'autres chaînes, des petites astuces pour te donner des petits conseils et améliorer ton piano. Mais si tu veux vraiment quelque chose de structuré, de pédagogique, de très qualitatif, des choses qui durent des heures, tu n'auras pas le choix, il faudra forcément te former en ligne. Ça sera bien évidemment payant, mais il faudra te former en ligne. Il faut bien comprendre que sur YouTube, on n'a pas la place de faire des formations. Moi, je fais des formations qui durent 2, 3, 4 heures. On ne peut pas le faire sur YouTube. On n'a pas un espace, on n'a pas quelque chose qui est structuré, on ne peut pas faire des chapitres, des modules, etc. sur YouTube. Ça, c'est impossible. Donc, il faut bien avoir en tête que la progression sur YouTube sera forcément limitée et si tu veux aller plus loin, il faudra passer à des choses plus qualitatives. Alors ensuite, pour l'histoire de l'équilibre de ses mains. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent parce que, en général, dans les morceaux, on a l'accompagnement à la main gauche, donc quelque chose de plutôt solide, des accords plaqués, et des mélodies à la main droite, donc quelque chose qui demande plus de dextérité mais moins de force à la main droite. Et donc, petit à petit, il va y avoir un déséquilibre entre sa main gauche et sa main droite. La première chose à faire, c'est d'identifier est-ce que c'est la main gauche qui est trop forte ou est-ce que c'est la main droite qui n'est pas assez forte. Donc ça, c'est propre à chacun, mais Philippe, fais le test, joue que ta main gauche, joue que ta main droite et essaie de voir si c'est ta main gauche qui appuie trop sur les touches ou ta main droite qui est trop légère. En général, c'est la main gauche qui appuie trop sur les touches. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ta main gauche, elle manque de dextérité, normalement tu joues quand même beaucoup avec les doigts et moins avec le poignet, mais comme elle va manquer de dextérité, tu vas compenser le fait que tes mains ne sont pas encore bien déliées en écrasant ta main, en mettant du poids dans ta main, dans ton avant-bras pour compenser. Tu vois, c'est un geste qu'on rencontre souvent chez les personnes qui débutent, quand ils jouent comme ça, avec le cinquième doigt, comme ils sont encore pas très déliés, ils vont pencher la main comme ça, ils vont répartir le poids de la main sur le cinquième doigt. Et du coup, comme c'est la main qui va s'écraser sur le piano et pas le doigt, tu vas avoir un toucher beaucoup moins doux et donc un toucher beaucoup plus tranchant, beaucoup plus brutal et donc une main gauche qui va prendre le pas sur la main droite. Donc pour ça, ce que tu peux, c'est améliorer la dextérité de ta main droite. Et le fait que tu muscles tes doigts va t'apporter davantage de contrôle sur ta main gauche. Je te mets ici, je vais te mettre en fiche, je pense, et je te mets aussi un lien en description, un exercice justement dédié seulement à ta main gauche pour la faire travailler, améliorer la dextérité. Normalement, si tu fais bien cet exercice, si tu le fais 1, 2, voire 3 semaines, un quart d'heure tous les jours, tu verras que tu vas petit à petit rééquilibrer ta main gauche. Et tu auras aussi beaucoup plus de confort et beaucoup plus de nuances de jeu dans ta main gauche. Ensuite, je réponds à la question de Gérald. Alors, je vais prendre ici un extrait parce que Gérald m'a fait un très grand mail que j'ai lu, mais je vais pas pouvoir répondre à tout. Il y a une phrase quand même qui m'a interpellé. Gérald, tu me dis qu'il y a un manque de structuration dans ta progression au piano et tu me dis que c'est probablement le prix à payer de l'absence d'un vrai professeur, mais vu le nombre de youtubeurs, de chaînes de piano qui ont eu des profs et qui les ont torturés, ça ne donne pas plus envie. Je veux juste rebondir parce que j'ai eu pas mal de professeurs de piano quand j'ai commencé le piano à 6 ans. Je vais en avoir 5 ou 6, des professeurs, alors certains en particulier, certains qui viennent de conservatoire, etc. Et effectivement, j'ai eu du très très bon comme du très mauvais. Et dans le très mauvais, il y a quand même une partie qui aurait pu être bien. Il y en a qui étaient très bons, mais qui voulaient
te mener à un très haut niveau, ils n'arrivaient pas à comprendre que tu voulais jouer davantage pour le plaisir, même si tu voulais un bon niveau, et que ton but c'était pas d'aller taper dans le très très haut niveau. Et ce qui est dommage, c'est que si ces profs de piano avaient compris ça, ils auraient proposé, comme j'ai eu d'autres profs de piano après, des morceaux qui te donnaient envie de jouer au piano. Quand on joue au piano, en général, le but, on ne se dit pas, moi ce que je veux c'est atteindre un très haut niveau. Non, le but c'est de se faire plaisir au piano. Donc il faut que le professeur comprenne que tu veux des morceaux que tu aimes jouer et que tu préfères peut-être progresser moins vite mais te faire plaisir plutôt que te donner des morceaux classiques très difficiles mais où tu vas traîner des pieds pour les jouer. Et des fois le problème c'est juste un manque de communication entre les deux, l'élève qui n'ose pas dire ça au professeur, le professeur qui pense que l'élève cherche quelque chose qu'il en fait ne cherche pas. Bon, c'était une petite parenthèse. Mais tu vois, j'ai été un petit peu torturé au piano, ça m'empêche pas d'avoir continué le piano et maintenant de donner des cours de piano. Alors la principale question qui ressort dans ton mail, c'est en fait que tu ne sais pas exactement comment maîtriser la gestuelle et la mécanique de ta main. Tu dis que ok, les doigtés et ça, tu gères. Par contre, il te manque la technique d'appui sur les touches, la façon de relever les doigts. Tu dis que je n'ai pas trouvé de méthode d'apprentissage ou d'exercice pour éviter ce tricotage et bien comprendre la mécanique. Alors justement, c'est marrant parce que il y a beaucoup de pianistes, c'est la même chose, et il y a beaucoup d'exercices qui permettent de jouer au piano, mais aucun en fait t'apprend la mécanique de ta main. Ce qui est fondamental. Parce que quand tu joues un morceau comme le Hanon, le déliateur, tu as la partition. Mais qu'en est-il de la répartition du poids de ta main? Qu'en est-il de jouer avec tes doigts, avec ta main, avec ta paume, avec tes avant-bras? Comment mettre du poids dans tes morceaux sans non plus devenir brutal sur les touches, avoir un son cassant? À quel moment il faut délier ses mains, à quel moment il faut un peu se tendre pour avoir de la fermeté dans son toucher? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas t'apprendre avec un livre, parce qu'il faut des vidéos. Et justement, alors je sais pas si ça va être sorti là ou pas, mais je suis en train de faire une formation pour ça, où je te montre les exercices pour délier ses doigts, mais surtout, je t'apprends la mécanique. Comment on gère ses doigts, comment on joue sur le piano, comment on a la bonne position en fonction de ses mains et de tout son corps. Donc ça, effectivement, tu me dis que tu n'as pas trouvé sur Internet, moi non plus, c'est pour ça que j'ai fait cette formation, c'est parce que là, il y a un réel manque à mes yeux. Et le Hanon, le déliateur ou autres sont peut-être bons pour détricoter les doigts, mais pour former tes mains, pour former des vraies mains de pianiste qui peuvent s'adapter à toutes les situations, ça, tu n'as pas. Donc sur ce point-là, je peux te recommander que la formation qui va venir ou qui est peut-être déjà publiée sur mon site. La seule chose que je peux te dire pour l'instant, c'est essaye d'être très attentif à ta main et quand tu joues un morceau comme ça et tu vois que tu as un peu de mal, réduis le morceau à quelques notes, vraiment, voire même un seul accord et focalise-toi vraiment dessus et concentre-toi vraiment sur la mécanique de ta main. Est-ce que les notes tombent bien en même temps? Est-ce que ta main est penchée? Est-ce que tu sens une tension à un endroit, ce qui veut dire que tu es trop ferme sur un endroit? Concentre-toi sur la mécanique de sa main et c'est d'autant plus important qu'en fait, personne n'en parle de ça. On te dit joue comme ça, paf! On ne te dit pas comment le jouer. Et qu'est-ce que tu dois ressentir dans ton corps, dans ta gestuelle. Alors tu mets aussi une question que j'ai très souvent, c'est quel temps consacrer à son apprentissage. Alors pour ça, je te mets une vidéo ici, pareil en lien en description, où justement je recommande un temps pour apprendre le piano et ce que j'ai fait, c'est que je la recommande par rapport à la pratique de chaque pianiste. Je ne peux pas dire un quart d'heure tous les jours, une demi-heure, une heure, ça n'aurait pas de sens. Ça va dépendre à chaque personne, à ses objectifs, à son temps dans une journée, à son envie, à son temps libre. Et donc, je te pose plein de questions comme ça, et à la fin, tu peux identifier le temps, un temps personnalisé pour toi, pour ta pratique. Au final, il n'y a pas vraiment de temps idéal. Chaque minute que tu passes au piano, tu vas progresser au piano. Et d'ailleurs, je te mets aussi, j'y pense, une deuxième vidéo pour apprendre aussi efficacement le piano. Parce que passer du temps, c'est bien. Quelqu'un peut passer 20 minutes de façon efficace, qui peut être l'équivalent de quelqu'un qui passe 1 heure à jouer de façon peu efficace. Donc je te mets ces deux vidéos, regarde-les, ça traite exactement la question que tu me poses. Il y a aussi une question que tu me poses, et ça va intéresser aussi beaucoup de monde, c'est que tu fais beaucoup de choses dans une séance. Exercices, arpèges, morceaux, tu me parles de Floki et de Hearmaster, je connais pas Hearmaster. Ça fait peut-être beaucoup dans une séance, et souvent je vois aussi ce problème, c'est que les pianistes, ils se dispersent dans tous les sens, et donc ils vont apprendre petit bout par petit bout, et forcément, ça va pas vraiment avancer chaque petit bout. Il faut mieux apprendre quelque chose, 2 ou 3 choses pour vraiment les avancer et les finir et passer à autre chose, que avoir plein de petits bouts que tu vas un tout petit peu monter, et tu vas avoir l'impression de faire du surplace. Et cette impression ne sera peut-être pas une impression justement. Donc peut-être enlever des choses là-dedans, te concentrer sur 2-3 choses et ensuite passer à d'autres façons de jouer ou d'autres méthodes, d'autres morceaux. Et pour répondre à toutes les autres questions qui sont en fait sur ta méthode de travail, il faut simplement que tu regardes si tu progresses. Ça va paraître peut-être bête dit comme ça, mais chaque mois,
essaie de voir ce que tu sais faire au piano, marque-le par exemple sur une feuille. Et tous les mois, marque ton avancée. Par exemple, tu peux dire, là, là je tourne cette vidéo au mois de mai, donc début de mois de mai, je sais jouer peut-être les 2 mesures de ce morceau, ou alors je sais jouer ce morceau à tel tempo, ou alors je sais jouer ce morceau, mais avec quelques hésitations ou quelques passages qui ralentissent. Note tout sur un carnet et tous les mois fais un petit check-up. Et tu verras, tu marqueras en juin, peut-être que tu mettras ce morceau, c'est bon, je joue maintenant nickel, de façon naturelle, sans y réfléchir. Et comme ça te permet de voir si tu progresses bien et si tu es sur la bonne voie. Parce que on a tous des approches différentes. C'est comme apprendre. Il y en a qui vont apprendre visuellement, d'autres apprendre en écrivant, d'autres apprendre de façon auditive en écoutant quelqu'un. On est tous différents et on ne peut pas donner un conseil universel à tout le monde. Par contre, ce que tu peux, c'est toi, mettre en place des méthodes pour que tu puisses évaluer ta propre progression. Et si en faisant un check-up tous les mois, tu vois que ça fait 3 mois ou que le même morceau, tu joues au même tempo ou que toi, le tempo, il augmente que de 5 à chaque fois, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc change de méthode, continue à faire des check-ups et tu verras si, ce coup-ci, la progression s'améliore. Et tu mets, en attendant, je puise des informations un peu partout sur YouTube, dont la chaîne de Galago Music. Donc un petit coucou à Galago Music. D'ailleurs, au passage, j'adore Galago Music, j'adore Eric, et j'adore son approche musicale. C'est plus guitare sur sa chaîne, mais aussi un peu de piano. Et il y a aussi une bonne approche, différente de ce que je te propose, mais probablement complémentaire. On a ensuite une question de Agnieszka. Donc Agnieszka, tu me dis que ça fait 3 ans que tu as repris le piano donc en autonomie, après avoir fait quelques années de solfège. Avant, tu pouvais jouer, tu me dis, jusqu'à 2 heures par jour, et là, comme tu es en déménagement, tu vas forcément moins jouer. Et tu as peur de perdre le niveau, tu as peur de perdre ce que tu as appris au piano. Et donc, tu me demandes, penses-tu que ces quelques mois de non-pratique vont affecter mon niveau au piano? Pour me donner une idée, tu joues la grande sonate pathétique de Beethoven. Alors, est-ce que tu vas perdre ton niveau en ne jouant pas quelques mois? Au vu de ce que tu sais faire au piano, je dirais non. Il faut surtout pas t'inquiéter avec ça, parce qu'en fait, au piano, il y a 2 choses. Il y a la technique et il y a ce que tu comprends. Tes mains, elles vont peut-être un tout petit peu être moins agiles, mais en une séance ou deux, ça va revenir. Mais par contre, tout ce que tu as appris au piano, ça reste. Parce que tu sauras comment jouer, tu sauras comment gérer la mécanique de ta main, tu sauras comment lire un morceau et tu auras toujours le morceau en tête. Et tout ça, ça ne pourra pas partir. Et tu verras aussi que le cerveau, il enregistre plein de choses et le fait juste de le restimuler un petit peu en rejoignant les morceaux, ça va revenir tout de suite. Mais il se peut même que tu ne vois aucune différence si tu as joué au piano pendant quelques mois. À titre d'exemple, je joue du piano, je joue aussi de la guitare et d'autres instruments, et comme j'ai pas le temps de tout jouer, ça m'arrive des fois pendant peut-être 1 an, voire plus, de ne pas jouer un instrument. Et quand je reprends cet instrument, par exemple on va dire la guitare, alors bien sûr, les quelques premières heures, ça sera un peu plus dur. Mais après 3-4 heures, je peux retrouver le même niveau que j'avais avant sans avoir joué de la guitare pendant 1 an. Parce que le corps il se rappelle, parce que tu sais comment positionner ta main. À force de jouer, tes mains se sont positionnées de façon la plus optimale et donc tu vas directement attaquer avec la meilleure position. Et comme on n'est pas sur quelque chose, on va dire, de physique, par exemple si tu fais du sport et que tu arrêtes, forcément tu vas perdre un peu en muscle, donc quand tu vas reprendre du sport, tu vas peiner à cause de ça. Mais par contre, si tu continues sur le sport, tu vas savoir toujours comment faire du sport. Donc aucune inquiétude sur ça. Tu n'as pas non plus forcément des exercices à faire de ton côté, où par exemple je vois les appareils pour se muscler les mains, ça tu peux oublier, enfin j'ai déjà essayé, pour moi ça sert absolument à rien et c'est même contre-productif. Donc te prends pas la tête. Si jamais tu veux quand même continuer à jouer au piano un peu plus ou être davantage dans cet univers pendant le déménagement, tu peux écouter des styles de piano sur YouTube, des musiques au piano, des styles que tu n'as pas l'habitude, tu peux essayer de chercher des partitions pour toujours rester dans le piano et tu verras que quand tu vas reprendre le piano, tout va se passer très très bien. Alors ensuite, d'une question de Chantal. Chantal, tu mets que tu as des problèmes pour synchroniser tes mains, c'est-à-dire tu joues très bien la main gauche, tu joues très bien la main droite, mais quand vient le fameux moment mains ensemble, là ça rend pas la même chose que mains séparées. Ce qui est parfaitement normal parce que quand tu joues mains ensemble, tu as les 2 hémisphères du cerveau qui vont travailler en même temps. Et donc tu me dis qu'une de mes difficultés au piano est de sentir et différencier le rythme pour chaque main. Je le sens pour les mains séparées, mais j'y arrive pas pour les 2 mains ensemble. Rythme, coordination des mains, sûrement les 2, as-tu des conseils pour améliorer cela? Et ça fait 7 mois que tu apprends le piano avec beaucoup d'enthousiasme. Alors déjà, 7 mois, c'est normal de ne pas être parfaitement à l'aise pour jouer mains ensemble. 7 mois, ça reste assez jeune pour la pratique du piano. La clé vraiment que je peux te donner là pour jouer mains ensemble, c'est d'y aller très 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 doucement. Mais vraiment très doucement. Peut-être un rythme que tu vas dire, mais c'est extrêmement lent, j'y arrive sans aucun problème. Le but, c'est pas que tu aies de la difficulté au début. Le but, c'est que tu joues quelque chose plusieurs fois pour que tu crées des automatismes. Pour que petit à petit, ton cerveau, il enregistre que telle main, telle note joue avec telle main.
Et à force de le faire, ton cerveau va l'enregistrer, ça va devenir naturel. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras augmenter la vitesse. Il y a aussi autre chose que tu mets dans le mail, c'est que tu joues du blues, du boogie. En général, c'est du rythme shuffle, donc du rythme ternaire, le poum, poum, pam, poum, poum, pam. Et quand tu joues ce rythme avec une main droite, par exemple, où tu aurais des triolets, tu as un rythme un peu bancal. Donc ça me semble pas la meilleure solution pour apprendre à jouer avec mains ensemble. Ce que je peux te recommander, c'est des tutos que j'ai fait pour apprendre des musiques. En général, c'est des tutos assez simples, que tu peux apprendre avec des rythmes assez carrés et que tu peux jouer de façon très lente au début. Peut-être que tu essaies de faire des morceaux un peu trop durs, un peu trop compliqués, et peut-être que tu mets un peu la charrue avant les bœufs, et c'est ce qui fait que tu as un peu de mal à bien caler tes deux mains ensemble. Donc reprends un peu un niveau un peu moins élevé, prends des morceaux simples, donc des morceaux où en général les temps tombent en même temps, et joue-les extrêmement doucement. Et ce n'est qu'une fois où tu te sentiras à l'aise que tu pourras un peu augmenter le niveau, et tu verras qu'après quelques semaines, tu pourras jouer des morceaux plus facilement mains ensemble. Ensuite, on a une question de Alita. Tu demandes « J'aimerais savoir comment créer un morceau de piano seul ». Donc tu voudrais savoir comment composer un morceau ou improviser dessus. Alors pour ça, donc, soit tu apprends comment on compose un morceau, soit tu apprends l'improvisation. Moi, je te recommande d'apprendre l'improvisation parce que quand tu sais improviser, tu as, on va dire, 95% des bases pour composer un morceau. Alors que si tu sais composer un morceau, tu auras, on va dire, quasiment 0% des bases pour improviser. Parce qu'improviser, c'est jouer spontanément. Donc pour ça, la meilleure chose que je peux te partager, c'est des cours gratuits que j'ai fait. J'ai fait 5 cours gratuits en ligne pour apprendre l'improvisation. Tu verras ça sur mon site, sur la première page. Je te mets aussi le lien en description. Ça va te permettre de faire tes premiers pas et de comprendre comment on joue un morceau, comment on structure un morceau, quelles sont les notes qui vont bien sonner sur tel accord. Une fois que tu vas commencer à comprendre ça et à faire des improvisations, tu vas pouvoir ensuite improviser et donc composer tes propres morceaux. Et pour commencer, joue d'abord des impros lentes. Ne te lance pas dans des choses genre, je sais pas, boogie, ragtime, des trucs rapides. Joue des impros lentes, plaque des accords, joue tranquillement une main droite et tu vas voir que tu vas commencer à improviser et donc à composer si ensuite tu marques les notes ou tu refais les passages pour les améliorer et les faire exactement comme tu as envie qu'ils sonnent. Et ensuite, je vais prendre une dernière question de Ryan, parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'apprends à jouer et improviser sur du jazz au piano. Dois-je apprendre le ragtime et le boogie-woogie pour pouvoir en jouer? Aussi, le piano est plus souvent joué pour accompagner le soliste. Est-il possible de jouer un solo au piano et comment faire? Alors déjà, le piano, en général, est davantage joué comme soliste plutôt que comme accompagnement. Alors ça dépend pour les styles, effectivement, blues, etc. ça joue plutôt en groupe. Il faut savoir que le piano est probablement l'instrument le plus complet qui existe et donc l'instrument qui peut se suffire à lui-même et de jouer tout seul. Parce que tu vois bien que si tu accompagnes toujours les accords avec 3 notes, on ne va pas du tout exploiter tout le potentiel du piano. Et c'est l'un des grands avantages du piano, c'est qu'à l'inverse d'autres instruments qui font du note à note, par exemple, je sais pas, on va dire une flûte ou un harmonica, où là tu peux pas faire d'accord, tu peux pas non plus scinder ce que tu joues. Au piano, tu pourras faire accompagnement et mélodie. Donc oui, bien sûr, tu peux jouer des solos piano et même des solos plus accompagnement. Donc comment faire pour jouer un solo? Tout simplement, soit en apprenant l'improvisation, comme j'ai dit la réponse juste avant, soit en suivant des partitions où tu as des solos de blues, tu en as plein. Par exemple, j'avais un livre, je crois, un livre de partitions de Ray Charles, et il me semble que tu avais tous les petits solos qui faisaient, tiens, tu peux écouter Ray Charles, tu verras qu'il fait plein de solos dans ses morceaux. Il accompagne à la main gauche, tu as aussi un petit orchestre qui l'accompagne, mais tu verras que le piano se suffit amplement à lui-même. Et pour répondre à la question que tu as mis au-dessus, dois-je apprendre le ragtime et le boogie-woogie pour pouvoir en jouer, donc pour pouvoir en jouer du jazz? Non, c'est pas obligatoire, parce qu'en fait, le jazz, le boogie et le ragtime sont vraiment des styles qui sont différents, qui n'auront pas du tout les mêmes, la même structure harmonique, qui n'auront pas les mêmes sonorités. Et même s'il y a des racines communes, tu peux très bien jouer du jazz en ne jouant que du jazz et réciproquement pour le boogie-woogie ou le ragtime. Après, moi, ce que je recommande souvent, c'est quand on maîtrise bien un style, c'est d'aller voir les styles périphériques pour trouver d'autres pistes créatives, pour pas s'enfermer toujours dans la même chose, mais rajouter, par exemple, dans des morceaux de jazz, rajouter des petits accents ragtime, des petits accents blues, des petits accents boogie-woogie, pour enrichir. Et en fait, c'est ça qui va donner ton vrai style en improvisation. Ça va être le fait que tu as un style que tu aimes, qui prédomine, tu vas prendre plein de petits styles différents que tu vas aussi aimer, et donc tout ce bagage musical va créer, en fait, tes improvisations et va créer ta patte artistique. Donc je recommande vraiment d'être curieux sur les styles, ou même des styles fondamentalement différents, pour avoir des sonorités en tête
différentes et que tu aies plein de pistes qui s'ouvrent à toi. Après que tu exploites ou pas, ça c'est propre à chacun, mais au moins tu auras la possibilité d'exploiter des pistes musicales différentes. Mais pour l'instant, si le jazz est nouveau pour toi et que tu l'apprends, tu peux te concentrer 100% sur le jazz. Comme j'ai dit en introduction, si tu veux que je réponde à tes questions, tu peux me les poser dans la FAQ de celle-là. J'aime beaucoup ce genre de format parce que déjà, je peux répondre à tes questions et c'est vrai que moi, j'interagis pas beaucoup avec toi à travers mes vidéos. Et ça permet de t'apporter des conseils qui sont personnalisés, ce que je peux pas faire du coup sur mes vidéos YouTube tuto ou autres, où c'est forcément des choses assez universelles. Là, je peux vraiment cibler un problème et te répondre de façon personnalisée. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!